Et voilà, nous sommes de retour après cette pause pub. Nous poursuivons ici dans le grand débat. Eh bien, c'est chaque mercredi que l'on se donne rendez-vous ici de 9h45 à 11h15. Eh bien, nous prenons bien soin de sculpter l'ensemble de l'actualité. Eh bien, nous y revenons sur l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, au sein de l'opinion congolaise, des questions continuent toujours à s'opposer. Eh bien, on y revient sur la position aussi de partis au sein de l'opposition. Je suis très heureux ici d'échanger avec Joseph Edeba, qui est cadre du parti LGD, parti cher, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno. Et bien de l'autre côté, j'ai le porte-parole du parti Piste pour l'émergence, parti cher, au président. C'est Kikouni. Eh bien nous poursuivons. Il est question d'en savoir un peu sur cette question de mise en tension. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, vous, Nathaniel Lokomba, que le président Félix Tshisekedi a-t-il trahi la cause nationale en acceptant de signer un accord sans condition préalable au retrait de rebelles? Bien sûr, le président a trahi la nation, a trahi vraiment la nation. C'est pas la première fois qu'il puisse faire une chose pareille, mais j'ai été choqué personnellement de voir ceci, parce que cet accord vient mettre en oubliette les rapports mapping. Il ne faut pas ignorer cela. Donc les rapports mapping avec le combat de M. Denis Mukwege doit être oublié. Et la deuxième des choses ici, le discours au niveau international doit changer. Le Rwanda s'est senti menacé avec le Rwanda is killing, mais pour le moment le Rwanda est maintenant une victime. Parce qu'on sous-entend que la RDC qui soutient. Mais messieurs Jonathan Bilari, posez-vous la question. Nous avons 9 pays voisins qui nous font la guerre d'une manière tacite. Le Rwanda recherche les terres et les minéraux. On a signé un accord de paix devant les États-Unis. Maintenant, quand l'Ouganda aura besoin aussi des minéraux, on va encore signer un accord de paix devant les États-Unis. Parlez du Congo-Brazzaville. Il nous fait la guerre pour le fleuve Congo ici. Il nous fera la guerre. Et pour le fleuve Congo, on va encore signer un accord de paix avec lui. Ou bien Tanzanie, on va donner les Katanga ou les Tanganyika. Quand la Zambie va vouloir nous attaquer, Centrafrique va vouloir nous attaquer, on va signer un accord. Si l'Angola nous attaquait aujourd'hui, on va donner le Bas-Congo ou l'océan. Dites-moi, quel est un État qui a été protégé par les accords? Nous avons des militaires formés qui défendent la patrie, qui ont besoin de combattre. Mais vous trouverez-vous normal que le militaire, après sa mort, son enfant soit considéré comme un démuni? Nous sommes dans un pays où les enfants des militaires, ce sont les enfants que les ministres partent voir à la fin de l'année pour donner des sacs de riz, des sacs de maïs et prendre les photos. Nous avons rendu hommage aux démunis, nous avons rendu hommage aux enfants des militaires. Comment est-il possible un homme qui sert sous les drapeaux, mourir sous les drapeaux, et ses enfants aujourd'hui sont comme des démunis? Vous savez les conditions des militaires? Un homme qui cherche la paix, c'est celui qui veille d'abord à sa sécurité, c'est qui protège l'intégrité territoriale. Ce n'est pas le député. Ce qui protège l'autorité territoriale, ce n'est pas le ministre. L'intégrité territoriale n'est pas protégée par le sénateur ni par les conseillers. C'est protégé par le militaire. Donc la condition de militaire aujourd'hui est améliorée quand même, vous le reconnaissez? Ce n'est pas amélioré. Ce n'est pas amélioré. On parle de salaire à $500, cher Nathaniel Lokomba. $500, mais c'est Jonathan Bilari. En regardant juste la qualité de vos cheveux, je doute fort que vos cheveux puissent consommer moins de $500 le mois. Ça c'est exagéré. Non, mais c'est ça de le dire. Vous comprenez? C'est-à-dire $500, c'est quoi en fait? C'est quoi $500? Mais dans un premier temps, c'est significatif. Il y a de l'avancée. Non. C'est ça le problème avec l'opposition aujourd'hui. Vous ne reconnaissez pas. Vous avez du mal à reconnaître quand il y a de l'avancée. Les erreurs, certes, il y a, mais quand il y a cette bonne volonté de bien faire les choses, vous savez, ce qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression que les gens qui sont au pouvoir, quand ils mènent des actions, c'est pour nous prouver. C'est pas pour nous prouver. C'est pas pour que l'on dise que moi j'ai fait, non. Quand on dit amélioration des conditions de vie, il faut améliorer les conditions de vie des militaires. Ça va faire quoi aujourd'hui si un soldat congolais touchait $3000 ou un soldat congolais avait des logements, ou un soldat congolais, ses enfants étaient pris en charge, ou un soldat congolais ne s'achète plus les tenues, ou un soldat congolais est fier? Avez-vous déjà vu quelqu'un finir ses études et avoir la vocation d'être militaire? Ça devient compliqué parce que pour nous, l'armée, c'est lorsqu'on fait recours à l'échec à la vie. Non. Mais regardez, on y revient quand même sur la signature des accords. Vous savez que ce n'est pas la première fois que l'on signe, qu'un accord est signé.
Pourquoi échouons-nous toujours à les faire respecter? Je me pose la question de savoir, c'est une sorte de faiblesse de l'État ou manque de volonté politique pour vous? Les problèmes, il faudrait savoir, la création de l'État a échoué. Vous savez, j'ai dit souvent, quand Kabila le fils a accédé au pouvoir, il a accédé en 2001, mais je me souviens très bien, le 6 septembre 2001, il a signé un accord. Il a été d'ailleurs en dialogue avec le Rwanda, je crois, avec le Rwanda, en Afrique du Sud. C'était pour que le Rwanda puisse se retirer de notre sol. Et le 12 septembre, il a encore signé un accord avec l'Ouganda. Cette fois-ci, c'était au Luanda. Pourquoi? Pour que l'Ouganda puisse se retirer. Et vous allez voir, nous avons même signé les accords cadres contre l'agression dans la sous-région. C'est-à-dire qu'avec Kabila, il y avait la construction de l'État. Mais le malheur est que ceux qui ont accédé au pouvoir pensaient que tout ce que Kabila a fait, c'est mauvais et que le pays est dirigé sur base des émotions. Donc le pays appartient à Félix. Or, il y a des principes qu'il ne faut jamais toucher. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a eu des accords signés en cascade en 2021, d'exploitation de nos minéraux avec le Rwanda, qu'on a lamentablement oublié. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment ça a capoté? D'où nous devons construire un État. Et cet État doit être construit avec une jeunesse porteur d'une vision. Et le problème de notre pays, c'est la classe politique qui accède au pouvoir pour résoudre quelle crise au lieu d'apporter la solution. Quand vous regardez à 65, la classe politique qui accède pendant le coup d'état de Mobutu, c'était pour répondre à la crise de Tchombe et Kassavubu. On arrive à 90, la classe politique qui accède à 97, c'est pour répondre à la crise de Mouzé et les caciques de Mobutu. La classe politique qui accède en 2003, c'était pour répondre à la crise entre Kabila les fils et les quatre et la rébellion. Et nous, qui voulons accéder, nous voulons encore répondre à la crise de Kabila et Félix Tshisekedi et Fayoulou et les autres ainsi que le Rwanda. Quand est-ce qu'on aura la réflexion de parler du Congo d'ici 30 ans? Aujourd'hui, on discute de l'accord. Demain, on va discuter de notre sujet. Parce qu'ils savent que les actualités donnent l'occasion aux Congolais de s'exprimer. Mais on oublie rapidement. Mais pourquoi vous ne vous rangez pas du côté de Félix Tshisekedi? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, et moi c'est la question que je me pose très très souvent, les divisions internes congolaises ne sont peut-être pas la meilleure arme de Kigali depuis toujours? Écoutez, la naissance de l'État, l'État a été fondé sous base d'un contrat. On a décidé de se dépouiller de notre pouvoir et de confier ça à un monstre qu'on appelle Léviathan selon certains auteurs. Et ce Léviathan est censé nous protéger. Et ceux qui détiennent le pouvoir politique sont censés consolider cette unité nationale afin que l'on ne regrette pas. Le problème, c'est le président de la République. C'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a la police, c'est lui qui a tous ses services. C'est à lui de mettre le Congo ensemble. Et lui, il ne se préoccupe pas de cela. Les tribalismes sont pleins. Aujourd'hui, la liberté d'expression, n'en parlons même pas. Voire même des contrats. Quand vous êtes de l'opposition, vous n'avez plus droit au contrat. Tout ça, ce n'est pas nous l'opposition, on ne fait que critiquer et proposer. Mais c'est le pouvoir qui organise, qui met en place des projets pour l'avenir. Alors aujourd'hui, le Rwanda a fait un effort de supprimer et les Tutsis et les Hutus, mais de laisser que le Rwandais. Mais nous, qu'est-ce que le président Félix fait? Il y a la naissance des Luba, il y a la naissance des Katangui. Ce qui fait en sorte que désormais, quand vous regardez de loin, vous avez l'impression qu'il y a une guerre qui ne se dit pas jusque-là, mais une guerre qui risque de capoter demain entre les tribus ici à l'interne. On ne se sent plus mélangés ensemble. On a ceux-là qui pensent que le pouvoir leur appartient. Il y a ceux-là qui pensent que ça profite à ceux qui détiennent le pouvoir politique divisé pour mieux régner. Qu'est-ce qu'ils gagnent quoi en retour s'il faudra entretenir ce genre de crise entre communautés? Et ceux de l'opposition gagnent en notoriété et ceux du pouvoir gagnent en notoriété. Ici, moi je ne peux jamais, en tant que descendant de Lumumba, m'appuyer sur les émotions ethniques pour construire mon aura politique. Alors ceux qui sont à l'opposition, qui se servent de cela, c'est mauvais parce que pour eux, ils ramènent le combat politique à un camp. Ceux qui sont au pouvoir montre à la face du monde, montre aux autres que ceux-là, c'est vos adversaires. Une fois que nous ne sommes pas là, vous serez marginalisés. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus de débat objectif. Normalement, à ce stade, cet accord devait être critiqué par tout le monde. Parce que nous voyons clair que cet accord a confié nos minéraux, la cogestion de nos parcs. Alors que Rwanda n'a pas de parc. La cogestion de nos barrages électriques, Rwanda n'en a pas. Mais nous ne pouvons pas le faire parce qu'il y a ceux qui disent que c'est notre pouvoir, on doit soutenir coûte que coûte. Il y a ceux qui disent c'est mauvais. Je vous donne un exemple. Le président Félix ici a bien construit l'université IPEN, dont moi j'applaudis. Chef d'œuvre.
Même s'il ne sera pas là, l'UPEN restera. Il a fait quelque chose de bien. Vous partez à Mujima, il a construit l'université. Mais s'il le fait comme ça partout, on va applaudir, quand bien même que je n'adhère pas dans sa politique, parce que sa politique ne me plaît pas. Mais il a fait quand même une œuvre. Il y a une réalisation, il faut applaudir. Mais cela ne change à rien si je le fais. C'est comme ça. L'accord ne change à rien les gens du pouvoir s'ils les critiquent. Je reviens à Joseph Fédéba. La grande question de savoir, je pense que la question sera aussi idem pour toi. Mais on commence d'abord avec Joseph Fédéba. Les partis comme les vôtres, auraient-ils signé un tel accord s'ils étaient au pouvoir? Ou l'auraient-ils dénoncé comme une capitulation? Je ne vois pas. À mon avis, les plus humbles. Matata, Katumbi, Fayoulou et les autres qui connaissent signer en étant président de la République pareil accord. Parce que c'est une absurdité incommensurable. Donc vous pensez que cet accord puisse être utilisé comme un outil électoral par le pouvoir actuel? Non, mais cet accord va être, si jamais le Congolais observer sans agir, parce que vous savez, pour triompher, comme disait Edmund Burke, 18e siècle, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Nous sommes dans une situation où la population atteint une dimension de naïveté inexplicable. C'est-à-dire que nous observons les pays être déchiquetés comme ça. Nous observons les dirigeants politiques signer des accords qui vendent nos minéraux, nos ressources naturelles comme ça, sans agir. Et quelque part, je nous dis que nous contribuons au sous-développement de la République démocratique du Congo, chacun à son rang. Parce que si nous étions exigeants comme certaines populations, certains peuples dans ce monde, en Afrique, au Kenya par exemple, pareil supercherie ne se réaliserait pas. Très bien. Le peuple se dresserait tout droit dans le bord face aux dirigeants et face à ceux qui veulent nous mettre dans cette histoire, cette spirale de la vente de nos minéraux. Vous comprenez, les États-Unis n'en perdent rien. Nous sommes allés rechercher la protection et vous dit, donnez-moi vos minéraux. Ça, c'est le capitalisme. Et dès lors que nous ne comprenons pas cette philosophie de gouvernance, nous allons tourner autour de Tshisekedi va faire quoi, qu'est-ce que nous allons signer. Mais Tshisekedi en 2028, vous savez qu'il y a quelque chose qui sommeille en lui, le président Félix Antoine Tshisekedi. Il avait déjà initié la démarche de changer la constitution. Ce n'est pas parti. Si on n'en parle pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une rébellion qui gagne du terrain. Mais s'il n'y avait pas cette rébellion, je vous assure, cher Jonathan Bilary, à ce jour, on aurait déjà réuni peut-être 80% de moyens pour changer cette constitution afin de vouloir leur donner le pouvoir de s'éterniser à diriger le pays après 2028. Mais signant cet accord, Tshisekedi, le président, est dans la démarche de vouloir s'orner des garanties qui vont faire à ce que, pendant qu'il est en train de libérer aux Occidentaux ce qu'ils veulent prendre, il va continuellement diriger la nation et ça, nous n'avons pas oublié. Mais il faut préciser une chose, comme le dit mon frère Nathanaël. Tshisekedi a fait quand même des actes, a posé certains actes, bien que ça n'a vraiment pas abouti à donner le résultat voulu. Il a quand même réflexionné du Nikin. Il n'a pas construit l'UPEN, mais il a réflexionné l'UPEN. Absolument. Ça, c'est bien pour l'éducation parce que Nelson Mandela dit que l'éducation est l'arme la plus fatale qu'on puisse utiliser pour vaincre la pauvreté. Très bien. Et ça, c'est très bien. Mais cependant, en termes de gouvernance, il faut dire que nous avons des dirigeants qui n'ont jamais intériorisé la notion de l'État. L'État est une puissance indiscutable. La population, dans un contrat social, a échangé ses libertés pour être protégée par ces derniers. Et donc, ces derniers ne peuvent pas se plaindre. Aujourd'hui, par contre, nous avons la gouvernance des plaintifs. La RDC est devenue cette nation pleurnicharde. C'est cette nation qui va béguer, qui va commander de la sécurité auprès des autres. Et ça, c'est renoncer à notre souveraineté. Je pense que... D'après vous, vous comprenez, d'après parce que vous l'aviez dit tantôt, donc on peut comprendre le pourquoi cet accord n'a-t-il pas été présenté au Parlement ni soumis à un débat national. Exactement. Si cet accord avait été soumis pour ratification à l'Assemblée nationale, je vous dis qu'à ce jour, on ne signerait pas cet accord. Je vous dis que les assemblées, je veux dire les représentants du peuple, auraient mûri la réflexion autour des points qu'ils ont inscrits dans cet accord et jamais, je vous dis au grand jamais, l'Assemblée nationale que je connais, dirigée par le président, son président, je vais dire,
Vital Kamerhe, n'autoriserait pas à ce que le gouvernement ou le président de la République puisse ratifier un accord de paix, un traité de paix qui a trait à notre souveraineté avec de légèreté que nous sommes en train de voir dans cet accord. Et donc, en effet, voilà pourquoi ils ont manigancé les choses très loin outre-mer pour s'arranger à les signer avec un ministre des Affaires étrangères. Or, les ministres est la représentation d'un gouvernement. Le gouvernement n'a pas qualité de ratifier, de signer des accords qui sont soumis à ratification et qui regardent essentiellement notre souveraineté et spécialement dans le domaine militaire. Et donc, en effet, c'est une violation sur violation, mais en même temps, c'est un danger pour la population. Et il faut retenir que nous, population, en observant cette réalité sans dire mot, nous sommes en train de prouver à suffisance combien on est devenu mature dans l'esclavagisme. Parce que, comme disait Jean-Jacques Rousseau, que un peuple qui ne sait pas revendiquer ses droits et libertés, nos droits de la redistribution équitable de nos ressources naturelles, nos droits d'être protégés, mais aussi ses devoirs, c'est-à-dire que défendre la nation, c'est un peuple qui atteint la sommité de l'esclavagisme. Donc, moralement, aujourd'hui, le peuple congolais est assiégé et c'est quelque chose que nous devons, nous tous ici, nous rappeler pour nous lever. Très bien. Et barrer la route à tous ceux qui peuvent utiliser une portion de pouvoir. Très bien. Pour céder une portion de nos terres. Je vous dis, cher Jonathan Bilary, ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, c'est pour les générations à venir. Et nous devons agir. Agir comme le disait le professeur Arthur Zaïd Ngoma, pour ne pas, n'est-ce pas, la faire régresser, mais la faire progresser davantage avec nos actions. Et en effet, nous, génération consciente, nous ne cesserons pas de dénoncer cet accord scabré, cet accord immonde, cet accord qui torpille les ressources de notre pays, cet accord qui prouve à suffisance aujourd'hui que la RDC n'est plus un État parce qu'il est dépossédé de tous les moyens et de sa souveraineté, ce qui est la preuve aujourd'hui d'une défaillance, une défaillance par déliquescence qui s'explique bien avec la mégestion, mais aussi la mauvaise gouvernance de nos dirigeants politiques. Après la signature de cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Nathanaël Onokomba, sommes-nous en paix sur les papiers et en guerre en réalité? Nous ne ferons jamais en paix, nous sommes en guerre en réalité. Bon, on est en paix d'après la signature de cet accord. On doit se dire que nous sommes en paix sur les papiers et donc en guerre dans la réalité. Je m'imagine des scénarios. Imaginez aujourd'hui, vous avez suivi que l'Ouganda a ouvert les frontières avec Bunagana et autres. Et aujourd'hui, si le Rwanda s'est retiré et dit ok, je retire mes militaires, et puis l'Ouganda dit moi je traque les ADF, ces combattants, ceux qui combattent l'Ouganda, c'est les ADF, et ADF Nalu. Qu'est-ce qu'on va dire? On va encore signer un accord? Parce que ça va encore nous prendre le temps. On va encore signer un accord. Vous savez, déjà dans la capitale, nous sommes en insécurité. Très en sécurité. Ici, j'en profite de l'occasion pour en parler. La police nationale qui est chargée de protéger la population est devenue l'outil exact pour s'aimer l'insécurité au sein de la population. Imaginez, la police ne s'appelle plus la police, mais désormais il est connu sous le nom de Kabasele. Ça déjà c'est une réalité. Monsieur Bilary, ces Kabasele ont instauré aujourd'hui des infractions, telles que des personnes de sexe opposé dans un endroit isolé, telles que visage suspect, telles que excès de liquide, excès de monnaie, telles que cheveux désordonnés, outrage à l'ordre public, outrage à la police. Si nous sommes incapables de résoudre juste le petit problème de la solution sécuritaire à Kinshasa, pensez-vous que nous allons le faire là-bas à l'Est? Moi, à mon humble avis, je pense que le président Félix, c'est quelqu'un qui a déjà tout obtenu. Moi, je le dis souvent, et je l'ai toujours dit ici, c'est un bon père, c'est un bon mari, c'est un bon beau-père que je souhaiterais avoir si ses filles sont encore disponibles. Bien sûr, c'est un bon grand-père, mais c'est un mauvais président. Ça, c'est un mauvais président. C'est un président qui ne connaît pas la priorité de sa nation. Nous avons passé plus de 30 ans en train d'être agressés par le Rwanda. Mais aujourd'hui, signer un accord qui déchire d'abord. Vous avez la résolution que l'on parle, la résolution 2773. Cette résolution doit être oubliée parce que cette résolution est maintenant conditionnée par l'application de cet accord. Or, dans cet accord, le retrait
du Rwanda est conditionné par la neutralisation du FDLR, tandis que dans la résolution 2773, on conditionne le retrait immédiat du Rwanda de notre sol congolais. Dites-moi, qu'est-ce qui serait appliqué? L'accord ou la résolution? Tout en sachant que le droit international, ce n'est pas un droit contraignant. C'est le droit de plus fort. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux concepts tels que la guerre préventive. D'où le Rwanda est censé mener la guerre préventive. Donald Trump, c'est un président qui ne mérite même pas notre respect et autres. Pourquoi? Il a promis la paix à l'Ukraine. D'ailleurs, c'est de l'Ukraine qu'on s'est inspiré de cet accord. Malgré l'Ukraine n'a pas signé. Et aujourd'hui, l'Ukraine est en train de subir. Il a promis ici finir la guerre en Iran. Comment c'est fini? C'est par la puissance de l'Iran que la guerre a pris fin. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je vous dis aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est d'abord penser Congo. Nous avons des gens qui habitent la République démocratique du Congo, mais qui ne sont pas Congolais. Les gens qui travaillent en République démocratique du Congo, et pourtant ils habitent ailleurs. Les gens qui comment expliquez-vous un ministre qui prépare sa retraite en Belgique, un ministre qui prépare sa retraite en France, un ministre qui prépare sa retraite aux États-Unis? Pensez-vous que cette personne-là va investir pour le pays? Ils s'en foutent de l'insécurité ou autre. Parce que eux, ils sont de Congolais par fonction, mais leur sang, leur âme, leur esprit est étranger. Donc aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience d'obtenir l'indépendance du système politique, parce que l'indépendance coloniale, Lumumba l'a eu, mais l'indépendance politique aujourd'hui, parce que nous sommes victimes, nous sommes en esclavage, nous sommes dans la colonisation de ces vieux politiciens qui pensent que leurs intérêts et non le Congo. Parce que c'est que moi je vois aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Même si l'on était dans un dialogue et qu'on fait passer cet accord, même si le président Tshisekedi appelait toute la classe politique de l'opposition et qu'un pareil accord passe, moi je resterai seul à l'opposition. Très bien. La Chine et la Russie, absentes du processus, peuvent-elles en faire un contrepoids ou créer un front géopolitique parce qu'ils n'ont pas pris part à cette... Parce qu'il est question de pouvoir, parce qu'il faudrait le dire aujourd'hui, que la République démocratique du Congo, c'est le centre d'intérêt pour plusieurs grandes puissances. Et la Chine et la Russie n'ont pas intervenu dans ce processus. Donc il y a de ceux d'ailleurs qui voient autrement des discussions qui pourront s'élargir et s'étendre d'ailleurs, et dont la République démocratique du Congo peut aussi devoir entamer, parce qu'il ne s'agit pas des États-Unis d'Amérique. La Russie qu'on a tant de fois lorgnée, et plus loin d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi lui-même a pris part à plusieurs rencontres entre la Russie et l'Afrique, échangeant d'ailleurs avec le président Vladimir Poutine. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait de ne pas savoir pris part à ce processus, ça leur ouvrira aussi la porte de pouvoir entamer dans les jours à venir d'autres discussions sur d'autres signataires d'accords, par exemple? Vous savez pourquoi la RDC, les États-Unis n'ont pas signé directement l'accord avec la RDC? Pourquoi? Tout simplement parce que la RDC n'appartient à aucun pays. Regardez même dans la conférence maçonnique de Berlin. Cette conférence-là a réservé la RDC aux 14 puissances. La RDC est la banque de l'humanité. La RDC est la réserve mondiale. La RDC appartient à toutes les puissances. Donc, la voix de l'Amérique était entendue par l'Angleterre. Donc aujourd'hui, l'Amérique ne peut pas avoir l'exclusivité de minerais d'une zone. Quand on dessinait l'Afrique, était réservée pour le puissant. Voilà pourquoi les États-Unis ont compris, ne veulent pas signer un accord direct avec nous. Ils exigent à la RDC de négocier avec le Rwanda et lui passerait par le Rwanda. Rappelez-vous, quand on a parlé de la signature de l'accord, il y a eu le ministre des Affaires étrangères belge qui a fait une déclaration: nous allons suivre de près. Très bien. C'était parce que la RDC, selon eux, appartient à la communauté. Alors, pour faire intervenir la Russie et la Chine, donc je dirais pour se désolidariser de l'Occident, il faut avoir un président qui comprend que la vie est une distraction. Vouloir ou pas, nous allons mourir. Savoir un président qui n'aime pas sa vie, mais qui aime son parcours. Alors aussi longtemps que nos autorités, eux, leur argent, ça se trouve à l'Occident, ils se soignent à l'Occident, les vacances, ils partent à l'Occident, ils ont peur que leur avoir soit géré à l'Occident. Aucune personne ne prendra la décision de faire intervenir la Chine et la Russie. Très bien. Parce qu'ils se disent, je peux avoir des sanctions. La Russie a sorti même un accord signé avec Mouzié dans les années 98. Cet accord qui a commencé depuis Mobutu, depuis Lumumba. Mouzié est venu, l'a donné naissance. Aujourd'hui, ils ont voulu activer cela, mais nous avons crié, on ne connaît pas.
Nous ne sommes pas informés. Pourquoi? Parce que nous avons peur de l'Occident. Il faut avoir des présidents, des hommes nationalistes qui savent que la mort est un fait, comme aujourd'hui on va dormir, vouloir ou pas. Il y a ceux qui dormiront à 10h, ceux qui dormiront à 23h, même si tu dors à 5h, mais tu vas seulement dormir. Donc c'est comme ça, quand on veut diriger le pays, il faut avoir ces mindset. On sait qu'on peut mourir soit par une balle, soit par l'attentat, mais l'essentiel, mettre ma nation dans l'orbite du développement. Très bien, 7 minutes nous restent pour nous quitter. Joseph Edeba, j'aimerais quand même te poser cette dernière question. On parle de ce conflit, ça fait 30 ans que ça dure et que ça doit s'arrêter. Quel message souhaiteriez-vous envoyer aujourd'hui aux familles congolaises déplacées ou endeuillées par le conflit armé? Vous savez, il est très difficile d'envoyer un message qui puisse répondre crédiblement à la peine et aux souffrances que subissent notre population, meurtrie par cette histoire d'agression qui dure depuis 10 ans. Cher Jonathan Bilary, il incombe à nos dirigeants de sécuriser la population. Je vous ai rappelé ici les pactes sociaux que nous avons avec les dirigeants, l'État. Hier, en 2013, l'État a combattu militairement la rébellion à l'est du pays. Et après la rébellion, après le combattre, l'État a initié des actions qui a mis en commun des pays dans la sous-région pour signer l'accord cadre de Nairobi. Cet accord vaut plus que cet accord de Nairobi. Pourquoi on ne revient pas? Pourquoi on n'insiste pas sur l'accord cadre de Nairobi et on va encore signer un autre accord? Nous avons en face de nous des dirigeants qui se sont essentiellement concentrés à se maintenir au pouvoir. Et ils sont prêts à signer n'importe quoi pour rester là. Mais par contre, le peuple est en train de subir une sorte de marginalisation de gouvernance qui ne dit pas son nom. Mais tant que ce peuple-là sera observateur, comme dans une sorte de série télévisée, tant que ce peuple-là démontrera des limites en termes de revendication, comme si ce peuple-là était hypnotisé par le mensonge et l'espoir vendu en illusion, nous allons voir notre pays se déchiqueter. Alors le message que moi je peux dire à ce peuple-là meurtri, ce peuple-là affamé par la mauvaise gouvernance et les manques de leadership crédible, de reprendre conscience. Emery Patrice Lumumba n'avait pas besoin d'avoir 70 ans, 50 ans pour faire gagner à la République démocratique du Congo de l'indépendance. Aujourd'hui, la majorité des gens qui font la politique, ce sont des jeunes. Nous sommes cette nouvelle génération. Nous devons voir au-delà de ce que nous montrent nos dirigeants aujourd'hui comme limite, pour voir comment est-ce que nous pouvons crédiblement agir pour restaurer l'autorité de l'État aujourd'hui qui est bafouée. Cette autorité qui impose le respect de la République démocratique du Congo, dans la sous-région, cette autorité qui construit une armée dissuasive. Quand je parle armée, j'associe les services paramilitaires, comme le renseignement, parce que vous savez qu'une guerre peut se gagner, se perdre ou s'éviter juste par le renseignement. Donc, les nations dans le monde aujourd'hui, pour être fortes, se mesurent aussi au travers ces services de renseignement les uns les autres. Aujourd'hui, l'Israël a un renseignement de qualité, mais aussi si nous parlons d'infiltration en République démocratique du Congo, ce qui vient encore une fois d'être inscrit dans cet accord ici de paix, parce qu'on a parlé de l'intégration, c'est parce que le Rwanda a développé des compétences dans le domaine des renseignements. Nous devons en même temps ne pas utiliser nos services que pour traquer les opposants que nous sommes, inoffensifs, les opposants que nous sommes, analystes politiques. Mais nous devons développer nos services, n'est-ce pas, pour appuyer l'armée dans le domaine de la recherche de l'information. Mais aussi savoir ce que l'ennemi prépare. Vous avez lu le rapport de l'ONU ici, récemment, qui parle de la volonté de Kagame d'annexer les Nord et les Sud Kivu. Mais ce n'est pas quelque chose à négliger, il faut le prendre avec beaucoup de sérieux possible, mais chercher à foncer les analyses pour comprendre et anticiper les scénarios, parce que gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est déjà avoir une anticipation du point de vue de gouvernance de ce qui va arriver. Mais, cher Jonathan Bilary, vous savez, aujourd'hui, le peuple ne va que remarquer la bonne gouvernance au moment où il commencera à recevoir des réponses face aux besoins de la survie qui améliorent les conditions de vie de toute la nation. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi serons-nous des dirigeants? Pourquoi allons-nous vouloir diriger la République démocratique du Congo de demain si on n'est pas en mesure
de répondre aux desiderata. Et donc, aux dirigeants politiques actuels, la solution à la crise sécuritaire, parce qu'elle n'est pas seulement à Goma cette crise, c'est aussi généralisé ici avec le Mobondo à côté. Ça ne se passera pas par la malignité et l'arrogance de vouloir signer un accord avec un pays étranger, mais ça passera par la mise en commun des intelligences, la conjugaison des efforts qui vont se concentrer autour d'un dialogue qui, n'est-ce pas, permettra à ce que nous puissions décrisper le climat politique qui est aujourd'hui crispé par le tribalisme, mais aussi le mimétisme politique. Mais ça va aussi permettre à ce que nous puissions assainir le tissu de l'unité nationale afin de se décider comme un seul homme avec les stratégies et expériences pour bouter hors notre territoire les agresseurs, et ça passera par là. Il n'y a pas 36 autres solutions. Très bien. Merci à toi, Joseph Edeba. La dernière question que je poserai aussi à Nathanaël Onokomba, mais je préfère quand même changer d'angle, puisqu'il est question de parler de la jeunesse aujourd'hui. Cet accord est quand même signé. Mais au-delà de l'accord, quel projet national faut-il construire pour tourner réellement la page de conflit à l'est de la République démocratique du Congo? Ça sera la dernière question. Et là, on va se dire au revoir. Avoir brisé le système politique actuel, amener un projet de société qui a une vision de faire la République démocratique du Congo une nation puissante au sein de l'Afrique, parce que nous l'avons été en 1885. Et moi je pense que Lumumba a obtenu l'indépendance, Kasavubu, l'indépendance face aux colons, mais nous sommes colonisés par le politicien actuel. Ils se soucient de l'avenir de leurs enfants que de l'avenir de la nation. La jeunesse extra-système est victime. Quand je parle de la jeunesse extra-système, moi quand je parle de la jeunesse, je ne parle pas que les jeunes soient dans le gouvernement. Je parle de la politique mise en place pour ceux-là qui sont à Tchéla, à Bolungu et autres. Si nous n'avons rien en commun, nous avons quand même la souffrance en commun. Si nous n'avons pas le même tribut, nous avons les mêmes injustices. Si nous n'avons pas les mêmes autorités morales de nos partis politiques, nous avons le même chômage. Si nous n'avons pas les mêmes avantages, nous avons le même embouteillage que nous partageons. Ceci doit être aujourd'hui, dès ces jours, l'essence qui va nourrir notre envie. La lutte vient de commencer. Il faut lutter pour avoir l'indépendance de la classe politique. Briser le système. Vous voyez très bien, je n'aimerais pas citer le nom de gens, mais vous voyez très bien la politique qu'a notre président Vital Kamerhe vis-à-vis de son fils Didier Kamerhe. La politique qu'a Bahati vis-à-vis de son fils Serge Bahati. La politique qui a toutes ces personnes vis-à-vis de leurs enfants. Ils devaient avoir cette politique pour la jeunesse du pays et non pour leurs enfants. Alors personne ne viendra nous libérer si on ne se libère pas. Il est regrettable, M. Jonathan, d'avoir 30 ans, de louer un studio de $50 et d'espérer et de dire que Dieu m'a béni. 30 ans, c'était déjà l'âge que le Lumumba avait obtenu l'indépendance. Moi, je pense que tout ceci, ce n'est que la fin d'une classe politique, parce que l'ancienne classe est en train de passer, et nous qui sommes en train d'arriver, on doit être soudés, l'intelligence en place, pour sauver notre pays demain. Le grand débat touche à sa fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et votre attention sur un sujet aussi crucial pour l'avenir de notre pays. Je tiens à remercier chaleureusement Joseph Edeba du parti LGD de Matata Ponyo pour sa vision et ses arguments, mais aussi un grand merci à Nathanaël Onokomba du parti de Tset-Kikouni pour sa franchise et sa jeunesse engagée. Eh bien, le chemin vers la paix ne se trace pas en silence, il se construit dans le dialogue, dans la vérité, dans le courage de regarder l'avenir en face. Et surtout, n'oubliez pas, la paix, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de justice, de dignité et de mémoire. Rendez-vous au prochain numéro, grand débat. D'ici là, restons vigilants et restons engagés. Merci à toi, Boukassa, d'avoir assuré derrière nos caméras. Un grand merci à toi, Yannick Ngandiki. Merci à Jean-Paul Bétamé pour la superbe réalisation, à l'hierarchie pour la marque de confiance, Madame Rita Bitota, le directeur Papi Boabouille. Eh bien, retrouvez cette émission en rediffusion ce soir sur Digital Congo à 21h30. Pour ceux qui nous ont suivis en ligne, n'hésitez pas à laisser des suggestions ou soit encore un commentaire et votre pouce bleu sur notre site Digital Congo Télévision. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Digital Congo Télévision. La télévision numérique, les grands débats touchent à sa fin. Merci à toi, Nathanaël. On se retrouve prochainement pour d'autres discussions. Oui, très prochainement. Merci, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.